Dans cette émission, nous partons à la découverte des Gallo-Romains, dont les vestiges, cachés sous nos plaines, nos villes et nos forêts, retrouvent parfois la lumière du jour et interrogent les experts qui travaillent sur ces découvertes. On s'est rendu compte qu'on avait une nécropole, effectivement, d'adolescents. Nous remontons le temps en explorant ce que nos ancêtres gallo-romains ont construit, mais aussi à travers leurs rites et leurs religions. C'était pas au quotidien de s'adapter à la religion, c'est la religion qui s'adaptait au quotidien. Tout à fait. En sillonnant la Moselle, et notamment au sud de ce département, nous ne sommes vraiment pas au bout de nos surprises. Le secteur de Sarrebourg était émaillé de nombreuses villas romaines. Vous l'aurez compris, nous partons pour un nouveau voyage dans le temps, direction l'Antiquité, il y a 2000 ans. Depuis des siècles, ces forêts grandissent, s'étendent, recouvrent les collines et les vallées du sud de la Moselle. Elles ont vu passer les saisons, les orages, les guerres. Et peu à peu, elles ont refermé leurs branches sur une partie de notre histoire. Sous la mousse, sous les racines, dorment encore les traces d'un monde enfoui, disparu. Des fragments de poterie, des stèles sculptées, des bijoux, autant d'indices qui permettent de remonter le temps et de comprendre les âges passés, lorsque ce territoire était occupé par ceux qui vivaient ici bien avant nous, il y a près de 2000 ans. On les appelle les Gallo-Romains, des hommes et des femmes qui cultivaient ces terres, bâtissaient leurs maisons, travaillaient, honoraient leurs dieux et enterraient leurs morts. Aujourd'hui, c'est cette histoire que nous allons découvrir, celle d'un territoire, le sud de la Moselle. Un territoire où l'Antiquité n'est jamais bien loin, juste là, sous nos pas, et qui parfois refait surface. Sous la pluie d'automne, notre voyage démarre sur les hauteurs de la commune de Walscheid. C'est là que je retrouve Jean-Marie, un professeur à la retraite, mais avant tout, un véritable passionné par sa commune et son histoire. Il veut me faire découvrir un lieu qui va parfaitement introduire notre voyage vers l'Antiquité. Un cimetière gallo-romain perdu au cœur de la forêt. Et heureusement, lui a pensé à prendre son parapluie. Magnifique. Alors, il faut bien préciser, Jean-Marie, que les tombes qu'on voit là, toutes n'étaient pas ici à l'origine. Hein. Exactement. Après, ça devait être aux alentours des années 1862. Ouais. Il y a eu une razzia qui a été faite dans les tombes qui étaient un peu dispersées sur ce sommet de colline ici, Ouais. à la frontière entre la Lorraine et l'Alsace, qui est juste en contrebas. Ouais. Contrebas, vous avez la vallée de la Somme. Et donc, il y a un certain nombre de pierres qui ont été regroupées ici, donc aux alentours des années 1860, fin du 19e siècle. D'accord. Et alors, elles étaient dispersées sur le haut donc, de ce promontoire, de cette colline, pour une raison quand même importante qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on suppose que les tombes étaient à côté des maisons. À côté des maisons d'habitation, exactement. Ce qui allait devenir les Gaulois. Oui. Ils avaient l'habitude d'enterrer leurs morts à côté des maisons. Et cette inhumation s'est transformée progressivement en une crémation. Oui. Et donc ici, sous les tombes, il n'y avait jamais de corps. C'était des urnes. Que des urnes avec les cendres des morts. D'accord. Et alors, ces tombes, elles sont quand même assez particulières. On reconnaît cette forme de maison. De maison. Donc, on accueille, en fait, c'est ça, on accueille l'âme du mort dans un élément qui ressemble à ce qu'il avait durant sa vie. Exactement. Je pense qu'effectivement, ce qu'on voulait reproduire avec ces stèles, c'était un peu l'habitat auquel était habitué le mort. Et donc il était, si on veut, dans une certaine confiance. Et pour honorer ses morts, dans les stèles, qui reposent donc sur un socle dans lequel il y avait l'urne, il a été creusé une petite cavité. Et cette cavité était destinée à recevoir des offrandes pour, j'allais dire, faciliter ou encourager le passage dans l'autre monde. D'accord. Tout autour, ce lieu était
couvert d'habitation, on peut le supposer, en tout cas de construction celtique. Absolument. Il semblerait, d'après les archives qu'on a retrouvées, que la base des maisons était en pierre. Et au-dessus, elle se terminait en bois, et souvent donc avec un toit en double pan, qu'on retrouve donc ici sur ces pierres. Donc ça représente vraiment en miniature les maisons d'habitation de cette époque qui se situe quand même à 2-3 siècles avant Jésus-Christ. Ici, on a donc le regroupement des principales pierres qui restaient après donc cet inventaire ou cet enlèvement des archéologues, et bon, je ne sais pas si c'est vraiment des archéologues, enfin c'est la Société impériale des antiquaires qui a prélevé les pierres les plus nobles et qui se retrouvent maintenant dans les différents musées. Il y en a à Sarrebourg, il y en a à Metz, il y en a à Strasbourg, il y en a à Colmar, il y en a un peu partout. Certaines stèles sont donc exposées au musée de Sarrebourg. C'est donc la prochaine étape de notre voyage. Et pendant que je m'y rends, prenons le temps de comprendre un peu mieux le contexte de l'époque. Il y a 2000 ans, l'Europe que nous connaissons n'existe pas encore, vous vous en doutez bien. Mais un immense empire s'étend déjà autour de la Méditerranée, l'Empire romain. À sa tête, des généraux, des consuls et bientôt des empereurs qui étendent leur domination sur des territoires de plus en plus vastes. En 58 avant notre ère, un certain Jules César entreprend la conquête de la Gaule. Pendant près de 8 ans, il mène campagne contre les peuples celtes et finit par l'emporter en 52 avant Jésus-Christ lors de la fameuse bataille d'Alésia, où le chef gaulois Vercingétorix est vaincu et capturé. Mais attention, la Gaule n'est pas un pays unifié, loin de là. C'est une mosaïque d'une 60aine de peuples celtes, chacun avec ses lois, ses coutumes, ses chefs et son territoire. Des peuples souvent rivaux, parfois alliés, qui se livrent à des alliances et à des guerres internes, bien avant l'arrivée des Romains. Après la conquête, César organise ce vaste ensemble en 4 grandes provinces. La Gaule lyonnaise, la Gaule aquitaine, la Gaule narbonnaise et enfin la Gaule belgique. Et c'est justement là que nous nous trouvons. Ici, au cœur de cette Gaule belgique, se trouve un territoire qui deviendra plus tard la Lorraine. Et ici, vivaient plusieurs peuples celtes. Les Médiomatriques d'abord, et puis au sud, les Leuques, et tout autour, d'autres peuples, comme les Tribocs, les Rèmes, les Rauracs ou encore les Sécanes. Des noms oubliés, mais qui racontent les racines profondes de ce territoire, bien avant qu'il ne devienne la Lorraine ou la Moselle que nous connaissons aujourd'hui. Et certains vestiges de cette histoire bimillénaire sont donc présents ici, au musée du pays de Sarrebourg. En plus, regardez, on a retrouvé le soleil. Non, je plaisante, c'est l'automne. Je vais retrouver Muriel qui va me présenter les riches collections du musée liées à l'Antiquité. Bonjour Muriel. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir ici donc au musée du pays de Sarrebourg. Alors c'est un musée qui est assez étonnant, surtout quand on parle d'Antiquité. Nous avons la chance d'avoir de riches collections d'époque romaine. Le parcours prévu dans le musée nous permet une promenade dans l'histoire de Sarrebourg. Il nous permet aussi de découvrir des sites importants du secteur de Sarrebourg. Et à travers ces collections, on peut également découvrir la vie quotidienne, les activités artisanales, les pratiques et rites funéraires notamment. Alors justement, juste avant d'arriver ici au musée du pays de Sarrebourg, on était au cimetière gallo-romain qui se trouve sur la commune de Walscheid. Et je crois qu'ici, d'ailleurs je vois des stèles à côté de nous, ici vous avez l'une des stèles qui a été retrouvée sur ce site. Sur ce site, tout à fait. Ce petit espace présente le monde des défunts, donc les stèles funéraires avec portraits de défunts. Et nous avons cette stèle notamment qui vient du site de Walscheid, les Trois Saints, avec le portrait d'un défunt sculpté dans le grès.
Alors, ce qu'on remarque, alors il y a celle-ci qui est assez différente des stèles qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le site de Walscheid, mais je vois différentes formes. Les stèles, c'était pas uniforme à l'époque alors? Pas du tout. On retrouve différents types de stèles. On peut retrouver le coffre funéraire. On trouve également une stèle maison. Oui, alors ça, c'est les mêmes qu'à Walscheid. Voilà, comme à Walscheid. Je voulais vous la montrer tout de suite. Donc à Walscheid, on a la chance d'avoir des stèles de différentes tailles qui sont très intéressantes. Voilà, les stèles peuvent être également décorées de motifs végétaux, floraux. Et celle-ci est assez étonnante. On retrouve ce système de maison, mais alors par contre, une sculpture magnifique. Tout à fait, avec là le portrait de la défunte. Les rites funéraires à l'époque gallo-romaine, ça se passe comment dans une ville? Les Romains, par exemple, quand ils construisent une ville, est-ce qu'ils vivent avec leurs morts ou pas? Dans les villes, généralement, les nécropoles sont situées à l'extérieur, souvent le long de la voie d'accès à l'agglomération. D'accord. Donc on a bien des cimetières, le terme est un peu anachronique, mais en tout cas des lieux où on enterre les morts qui sont différents des lieux où on y habite. Tout à fait. D'accord. Le musée du pays de Sarrebourg est un lieu où l'Antiquité est très représentée. Bijoux, ornements, objets de la vie quotidienne, instruments agricoles et artisanaux, une variété d'artefacts anciens qui prouvent combien la société gallo-romaine était raffinée, mais aussi ouverte grâce à son commerce. Et ces chapiteaux et bouts de murs imposants retrouvés à Tarquimpol témoignent eux aussi de l'importance des bâtiments que pouvaient construire les Gallo-romains dans notre région. Mais les aspects cultuels et mortuaires sont loin d'être en reste. Des stèles funéraires de toutes sortes sont présentes, mais aussi de nombreuses représentations de divinités, comme ces cavaliers à languipède, sculptés aux traits de Jupiter, en train de combattre un géant à queue de serpent. Un peu plus loin, on reconnaît Mercure, dieu du commerce, tenant son fameux caducée et portant son chapeau ailé. Il est représenté à côté d'une autre divinité, Rosmerta. Ce qui attire maintenant mon attention, c'est ce qui se trouve sous nos pieds, dans ce puits. Alors il s'agit d'une cachette. C'est ce que l'on appelle la cachette du paysan vigneron. Oui. Ce sont les biens les plus précieux d'un habitant de Tarquimpol qu'il a réunis et enfouis lors d'une période justement d'insécurité. D'accord. Et tous ces éléments ont été retrouvés dans les années 50 dans un jardin. Voilà. Très intéressante parce qu'elle permet de comprendre les activités agricoles. On a d'un côté de cette cachette des outils, différents types d'outils, des socs d'arère, des scies, une enclume portative. Et de ce côté ici, de la vaisselle en bronze, également des tasses de vin, des éléments pour le service du vin. Quand on parle des Gallo-romains, on imagine ces grandes cités magnifiques avec les temples, les thermes, etc. On oublie que dans la campagne, il y a des grandes villas tout à fait. agricoles. Tout à fait, il y a de grands domaines agricoles. Et le pays de Sarrebourg, le secteur de Sarrebourg est émaillé de nombreuses villas romaines de dimensions variées, différentes. Et nous avons la chance d'avoir à 4 km de Sarrebourg une villa importante, la villa de Saint-Ulrich. Cette villa de Saint-Ulrich, qui se trouvait non loin de Pont-Saravis, donc Sarrebourg, a été construite au 1er siècle de notre ère, puis agrandie au cours des 3 siècles suivants. Découverte dans les années 1860, elle permet encore une fois de comprendre l'importance et la richesse de certaines exploitations agricoles à l'époque gallo-romaine. Mais dans les campagnes, il existait aussi des constructions plus modestes, comme des hameaux d'ouvriers. Et justement, c'est dans l'un de ces hameaux qu'a été découverte cette tombe gallo-romaine, à une vingtaine de kilomètres de Sarrebourg. Ici, par exemple, il s'agit de la restitution des tombes de la Croix-Guillaume. Donc on peut voir au centre l'urne dans lesquelles étaient placées les cendres du défunt, avec autour les offrandes, ici de la céramique par exemple, un couteau. Alors ça veut dire que les stèles funéraires qu'on voit étaient mises par-dessus? Alors sur certaines, on plaçait une stèle funéraire. Ici, le monument funéraire, c'est ce cercle de pierre.
D'accord, qui n'était pas en dôme, non, c'est juste... Alors certains sont en dôme, mais pas tous. Voilà, c'est très variant. Quand on parle de l'Antiquité, on a souvent l'habitude de parler des grandes cités qui ont marqué l'histoire, comme Rome, bien sûr, la capitale de l'Empire romain, où les vestiges de l'Antiquité sont très visibles. Un peu partout en Europe, on retrouve également des sites exceptionnels, comme au nord de la Moselle, à cheval entre le territoire français et allemand, le grand site archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, où depuis plus de 40 ans, les fouilles ont permis de mettre au jour les restes d'une petite cité étonnante où l'histoire celte et gallo-romaine se mêlent. On y a retrouvé des thermes, un forum, mais aussi une activité économique florissante, avec des quartiers artisanaux et commerciaux, et puis d'immenses villas et des bâtiments de production agricole. Et à quelques kilomètres de là, sur la commune de Sarrinsmin, un autre trésor d'histoire se cache dans la forêt du Grosswald. Une villa gallo-romaine découverte en 1967 grâce à la curiosité de Paul Laurent, un habitant du village. Longtemps, les enfants du coin y voyaient les ruines d'un vieux château d'époque médiévale. Et puis, après les fouilles menées par Marguerite Pax, conservatrice du musée de Sarreguemines, on y découvre l'existence d'une véritable villa gallo-romaine, remarquablement conservée. Entre 1969 et 1981, 13 années de recherche ont mis au jour les vestiges d'une grande exploitation agricole, datant du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ, comprenant une résidence de 900 mètres carrés, construite en pierre calcaire et dotée de tout le confort romain. Pièces chauffées par hypocauste, enduits peints et bains privés, un témoignage rare en Lorraine qui illustre à quel point la campagne gallo-romaine était organisée, prospère et intégrée à l'économie de l'Empire. Autre lieu qui permet de mieux comprendre l'époque gallo-romaine chez les médiomatriques, le musée de la Cour d'Or, en plein cœur de Metz, qui se nommait autrefois Divodurum, le principal oppidum du peuple médiomatrique, et qui va considérablement se développer après la conquête de la Gaule par les Romains. Ici, l'Antiquité se dévoile à travers de très riches collections. Parmi les pièces majeures, la statue de la Victoire, découverte en 1882 dans le quartier du Sablon. Datée du IIe siècle, elle est l'une des rares sculptures antiques de grande dimension retrouvées à Metz. Son élégance témoigne du raffinement artistique de la cité et du rôle essentiel du culte impérial dans la Gaule romanisée. Autre chef-d'œuvre incontournable, l'autel de Mitra, découvert à Sarrebourg et daté du IIe ou du IIIe siècle. Ce retable atteste de la présence dans les villes secondaires comme Pont-Saravi, qui aujourd'hui s'appelle Sarrebourg, de sanctuaires dédiés au dieu Mitra, une divinité d'origine orientale dont le culte était particulièrement prisé des soldats romains. Les mosaïques constituent un autre ensemble remarquable. Certaines sont purement décoratives, mais d'autres, comme la célèbre mosaïque des gladiateurs, racontent les combats qui passionnaient le public. Le musée conserve également de nombreuses stèles funéraires gallo-romaines, magnifiquement sculptées, qui évoquent les visages, les métiers et les croyances des habitants de Divodurum. Et dans ces sous-sols, le visiteur peut encore marcher au milieu des vestiges des thermes romains découverts lors de fouilles et aujourd'hui intégrés au parcours de visite. Autant de témoins d'un passé exceptionnel qui rappellent qu'ici, à Metz, la Gaule du Nord-Est n'était pas une périphérie de l'Empire, mais un territoire florissant, profondément romanisé, où s'épanouissaient l'art, la foi et la vie quotidienne. Mais revenons en Moselle Sud. Au musée du pays de Sarrebourg, nous avons découvert des vestiges d'un site situé sur la commune de Saint-Quirin, la Croix-Guillaume. Un lieu exceptionnel où l'Antiquité a laissé son empreinte de façon étonnante. Alors, malgré la météo automnale, ce n'est quand même pas ça qui va nous arrêter, nous partons à la découverte du site de la Croix-Guillaume. Et j'ai rendez-vous avec une archéologue qui connaît la Croix-Guillaume comme sa poche.
Bonjour Dominique. Bonjour. Alors ici on est donc sur le site de la Croix-Guillaume, un site que vous connaissez extrêmement bien. J'étais la responsable de l'opération avec Nicolas Meyer qui commençait sa carrière d'archéologue, qui est maintenant archéologue à l'INRAP. Et donc on a mené ce chantier pendant 6 ans avec des bénévoles, avec des résultats effectivement exceptionnels. Et alors qu'est-ce qu'on a sur pourquoi ce site est si exceptionnel? On a déjà vu, je dois vous le dire, on sort là du musée du Pays de Sarrebourg, on a vu des collections qui venaient d'ici. Oui. Si vous deviez nous présenter ce site de la Croix-Guillaume, et déjà en voyant les images on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, qu'est-ce que vous nous diriez si vous deviez synthétiser ce site? Alors justement ce site c'est un peu une synthèse de l'occupation gallo-romaine du secteur du Piémont vosgien, qui est quand même occupé un petit peu partout entre 400 et 500 mètres d'altitude. Et ici on concentre sur 7000 mètres carrés toutes les phases d'occupation qu'on peut avoir à l'époque gallo-romaine dans ce secteur. Donc les habitations, le sanctuaire, la nécropole et les activités de carrière, et puis tout autour les activités faites par les paysans qui cultivaient, qui élevaient des animaux. On va se promener un peu, on fait un petit tour voir ce qu'il y a. D'accord, volontiers. Et donc là, Dominique, on arrive devant donc des maisons. Donc c'est une première partie du site. Du circuit. Oui. Donc du circuit. Et donc ici, on est dans la partie habitation. Oui, tout à fait. On a les habitations qui sont quasiment concentrées tout au sud-sud-ouest, parce que c'était l'endroit le plus intéressant pour qu'on puisse vivre, avec les entrées qui étaient à l'est, donc le soleil levant, c'était aussi assez sympathique. Et donc ces maisons-là, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont construites et en pierre, et elles étaient aussi construites en bois. Alors évidemment le bois n'a laissé aucune trace, on n'a plus que la trace du soubassement, qui est très large comme on le voit, pour supporter une sablière basse en bois et une élévation en bois, en planches de bois, et avec une couverture en matériaux périssables également. Est-ce qu'on sait combien de personnes habitaient dans une maison? Alors, comme ça, c'est pas possible. De toute façon, on a trouvé très peu de mobilier dans les maisons parce que les gens sont partis au IIIe siècle en emportant tout avec eux, donc dans le cadre d'un exode rural. Et ce qu'on sait, c'est on connaît les vivants par les morts en fait. C'est avec les défunts qui sont enterrés à proximité qu'on a pu savoir qu'on avait en gros 5-6 familles qui vivaient ici, avec peu d'enfants finalement aussi, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup dans la nécropole, et que c'était des gens qui n'étaient pas pauvres, pas plus pauvres que ça, vu ce qu'on trouve dans la nécropole. D'accord. Donc par contre, dans les maisons, on n'a plus rien retrouvé, puisque comme je disais, ils ont tout emporté avec eux. Mais on a quand même suffisamment trouvé de petits morceaux de céramique pour savoir que les maisons étaient construites dès la fin du 1er siècle. D'accord. Voilà. Et c'était une maison par famille? Une maison par famille. Alors les cases qu'on voit correspondent pratiquement toutes à une famille, avec parfois une cloison intérieure. Mais les maisons que vous voyez, celles qui sont derrière nous, on a l'impression qu'elles communiquent, mais elles ne communiquent pas. C'est comme une HLM, si vous voulez. Il y a plusieurs maisons mitoyennes. C'est mieux pour le chauffage, de toute façon. Et puis à l'intérieur, ils aménageaient. Ils avaient peut-être des tentures, des choses comme ça pour avoir chaud. Il faisait un temps exceptionnel à cette époque-là. C'est l'embellie climatique. Et quand les gens se sont installés ici, il faisait beau. Donc ils ont eu aussi le privilège d'avoir des maisons où finalement il n'y avait pas besoin de chauffer plus que ça. D'accord. C'est la raison pour laquelle ils se sont installés ici, dans tout le secteur. Et au IIIe siècle, c'est pour ça qu'ils sont partis? Ils sont partis probablement pour des raisons climatiques. Enfin, on pense en grande partie pour des raisons climatiques. Parce qu'on sait que le climat se dérègle maintenant au IIIe siècle. Et donc s'il fait froid, s'il pleut tout le temps, il n'y a plus de récolte et les gens s'en vont, forcément. Ok, on continue? Oui.
Alors là, c'est magnifique. Alors là, Dominique, on arrive devant, c'est Jupiter, hein, j'imagine. Tout à fait. C'est Jupiter qui n'est pas l'Anguipède, mais qui est à l'Aigle. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'unique. D'ailleurs, pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres. Jupiter, qui est donc un des dieux les plus honorés sur le massif, ici, sur le Piémont vosgien. Oui. Il était en général proche des maisons. Sa réputation, c'est de protéger la cellule familiale. Et donc il est effectivement sur son cheval, dominant évidemment, puisque c'est le dieu du ciel. Et normalement, il terrasse un monstre qui représente les forces du mal qui sont en dessous de la terre. D'accord, on est dans la gigantomachie encore. Voilà, on est complètement dans les gigantomachies. C'est vraiment tout à fait ça. Sauf qu'ici, on en a trouvé 4 en tout, des Jupiters, ce qui est énorme pour une petite communauté de 5-6 familles. Et en plus, parmi les 4 découverts, les authentiques sont au musée de Sarrebourg, et parmi les 4 découverts, il y en a un, on est sûr qu'il est effectivement le cavalier au géant ou le cavalier à l'Anguipède, mais il y en a un au moins qui est à l'Aigle. Et là, évidemment, la symbolique est probablement totalement différente, parce qu'on ne peut pas imaginer que Jupiter terrasse un aigle qui est son symbole. Oui, c'est son animal totem. Voilà. Mais on pense plutôt que dans ce cas-là, c'est plutôt l'aigle qui élève Jupiter avec son cheval vers le ciel. Comme on le voit par exemple à Rome, où on a un aigle sur lequel Jupiter est juché et qui emmène le dieu dans le ciel. D'accord, c'est l'ancêtre de Pégase. Voilà, c'est un peu ça aussi, oui. Oui, bah, c'est des choses qui sont redondantes dans les mythologies. Hein, oui, bien sûr. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à l'époque antique, quand les familles habitent ici et qu'il y a une statue de Jupiter, comment ça se passe pour la vénération envers Jupiter? Est-ce qu'on vient autour, on met des offrandes? Oui, alors, donc, toutes les statues étaient devant les maisons. Entre les maisons et la nécropole qui est derrière moi. Et en fait, on avait 4 Jupiters. Alors on ne sait pas s'ils étaient tout à fait à la même époque, mais en tout cas ils étaient entre le 1er et le 3e siècle. 4 Jupiters, une statue de la déesse de l'abondance, grandeur nature qui est au musée, un Mercure et une Rose Merta dont on a retrouvé les pieds encore en place, les bases de statue, un taureau tricorne qui est également au musée, et toutes ces statues-là étaient donc sur l'esplanade devant les maisons. Donc la religion gallo-romaine, c'est quelque chose de très simple finalement. Les gens, ils se levaient le matin, ils voyaient les statues des dieux, ils faisaient certainement un vœu. Ils allaient mettre quelques pièces de monnaie. D'ailleurs, autour d'un des Mercures, on a trouvé encore 10 pièces de monnaie qui étaient déposées devant le dieu, devant un des Jupiters qui était juste à côté, dont les fragments étaient juste à côté. On a trouvé une découpelle avec une petite cruche, donc symbole d'offrande qui avait été faite. On a retrouvé des morceaux d'autel, donc on faisait des offrandes. Et puis après, on s'arrêtait là. C'est-à-dire il n'y a pas de notion ni de péché, ni d'au-delà, ni de quoi que ce soit à l'époque gallo-romaine. On est très loin des religions monothéistes. On est totalement, totalement. C'était, on faisait son vœu au dieu, on le remerciait d'avoir donné des bonnes récoltes, on lui demandait d'avoir un enfant en bonne santé ou des choses comme ça. Ça s'arrêtait là, hein, la religion gallo-romaine. C'était presque proche du bouddhisme, si on veut, avec les petites lumières, on donnait un coup à boire et puis tout était bien, voilà. On faisait un petit sacrifice en tuant un poulet et puis en mangeant un petit coup devant le dieu, c'était sympathique. Voilà. C'était la religion au quotidien, c'était en fait, voilà, c'était pas au quotidien de s'adapter à la religion, c'est la religion qui s'adaptait au quotidien. Tout à fait. Et c'était la protection, on demandait la protection des dieux finalement sur la vie quotidienne, sur la santé des gens, sur les récoltes, sur des choses comme ça, sur avoir de la pluie. La prochaine fois, je ferai le vœu qu'il y ait le soleil. Voilà, il faut venir avant. Alors j'ai quand même une question, Dominique. Là vous parliez justement donc des dieux, des déesses. Vous parliez de Rose Merta qu'on a retrouvé ici. Là on voit Jupiter donc qui était finalement accolé à Rose Merta. Rose Merta donc c'est une divinité celtique, gauloise. Jupiter une divinité romaine. Comment est-ce que cette religion gallo-romaine est née? On a l'impression que finalement ça s'est fait vraiment de façon douce. Oui,
De toute façon, ça s'est fait de manière douce. Alors Jupiter, il est romain, mais c'est aussi Taranis à l'époque gauloise. C'est vrai. Donc en fait, on n'a pas de grosses différences parce que c'est des religions qui quelque part se ressemblent quand même dans leurs origines indo-européennes. On a les mêmes origines. Donc on a eu Taranis. Bon, on ne sait pas très bien, on a Epona aussi ici, on ne sait pas très bien effectivement quelle est leur représentation à l'époque gauloise, puisqu'on n'a pas d'image de ces dieux-là à l'époque gauloise. On en entend parler, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, toute la romanisation s'est faite de manière très douce finalement, on se rend compte. Il y a eu vraiment un sacrétisme entre les divinités gauloises et les divinités romaines, puisque le Jupiter languipède, il a la même vocation finalement que Taranis, ni plus ni moins. Et ça reste... finalement, il n'y a pas de rupture ni dans les rites, ni dans la manière de représenter même les dieux, probablement. Encore qu'on ne sait pas très bien comment ils étaient avant. Mais en tout cas, on pense que ça s'est fait très en douceur et qu'il n'y a pas eu de rupture. Ce n'est pas comme si on imposait une religion à des gens. On ne leur a pas imposé. Il y a juste eu un glissement des divinités existantes vers leur forme plus romaine dans la façon dont l'artiste a représenté la divinité. Au musée, on voit qu'il y en a un qui est encore presque fruste, et puis un qui est très romain. Il ressemble presque à Trajan ou à des empereurs romains. Donc on a vraiment un sacrétisme total qui se fait, et on le voit ici très très bien. Il y a une autre divinité qui revient beaucoup, alors ici sur le site de la Croix-Guillaume, mais un peu partout en Moselle, c'est Mercure. Alors Mercure, il est présent partout ici. Pourquoi ? Partout. Pourquoi ? Parce que c'est le dieu du commerce, donc c'est le dieu aussi de l'abondance. Il est représenté avec son caducée d'un côté et la bourse de l'autre côté. Donc c'est un dieu qui apporte aussi la richesse. Donc il est extrêmement vénéré. Avec Jupiter, c'est probablement les deux divinités les plus honorées sur le secteur, sur notre secteur ici. Ça prouve aussi donc toute ces talents, en tout cas ce commerce qui avait lieu, mais aussi donc cet artisanat que les médiumatriques notamment avaient énormément développé partout, à Metz, ici en Moselle Sud. C'était pas la Moselle encore, mais... Et on sait que les gens ici ne vivaient pas du tout en autarcie. Ils commerçaient, ils vendaient leurs pierres, ils achetaient ils avaient de la monnaie. Ce peuple médiumatrique, et pas que, les Leucs, les Sécanes, les Rorac, tous, interagissaient et entre eux, mais aussi avec... Ça allait très loin, leur marchandise pouvait aller jusqu'en Italie. Complètement. Et puis nous, on a par exemple ici des meules qui viennent de l'Eifel, en Allemagne actuelle. On a de la céramique qui vient de la Gaule du Sud. On a des bijoux qui devaient être fabriqués soit à Lyon, soit en Allemagne, des verreries qui venaient de Cologne ou de Trèves. Enfin bon, il y a un commerce incessant de toute façon. Il y a des voies partout, il y a des chemins partout bordés de murs, on les voit encore aujourd'hui dans le paysage. Donc on commerçait. On n'était pas du tout, comme on le pensait il y a quand même une cinquantaine d'années, des populations gauloises qui se sont retrouvées ici. Sur elles-mêmes. Pas du tout. C'est des gens qui sont venus d'ailleurs. De toute façon, il n'y avait personne ici, on n'en trouve pas la trace en tout cas. Ils sont venus vraiment coloniser, mettre en valeur ces terres pour en faire quelque chose d'économiquement intéressant finalement. Et alors justement, on parle de cette partie économique artisanale. Je propose qu'on aille voir la suite du site. Volontiers. Et je vous suis. Volontiers. Et alors là, Dominique, on arrive donc sur une partie importante de ce site, c'est la carrière. Tout à fait. Qu'est-ce que cette partie représente vraiment donc, de ce site de la Croix-Guillaume ? Alors bon, c'était certainement très important pour le site de la Croix-Guillaume, mais peut-être une des raisons pour lesquelles les gens se sont installés ici en priorité. On est sur un plateau, et le plateau justement c'est un affleurement de grès assez conséquent, suffisamment conséquent pour pouvoir exploiter la pierre. D'autant plus que ce grès, puisqu'il s'agit de grès, est un grès qu'on appelle des couches intermédiaires, donc un étage qui est très intéressant parce que le grès est relativement facile à tailler, il n'a pas d'inclusion comme le conglomérat, et donc on peut
en faire une exploitation correcte en tirant des gros blocs. Parce que le but, c'était pas de faire des pierres pour faire une maison, c'était de faire des monuments, et en particulier des stèles funéraires ou votives ou de dieux, ou des sculptures de Jupiter par exemple. Donc il fallait des blocs importants. Mais ces blocs-là, enfin ces sculptures ou ces stèles, elles restaient sur ce site ou elles étaient vendues? Alors les deux. Les deux, en fait les deux, parce que les tailleurs, les carriers, il y avait d'abord les carriers et ensuite les tailleurs de pierre, puisqu'on sait qu'on taillait à proximité une fois que les blocs étaient sortis, avec d'ailleurs un engin de levage pour partie qui est encore, dont on voit encore les structures, en tout cas les trous de poteaux pour l'installer, ce qui est aussi unique ici en tout cas. Et donc on tirait le bloc, on le mettait sur la plateforme et on le taillait. Et là on avait deux possibilités, soit on taillait pour ici, pour les divinités, pour faire des stèles de divinités, pour faire des stèles funéraires, ou alors on avait des commandes. Et ça on en est sûr, puisqu'on a retrouvé des blocs inachevés de choses qui n'étaient pas du tout adaptées ici, par exemple des plaques de mausolée avec des belles grappes de raisin, etc. Donc on fait venir probablement des sculpteurs plus aguerris et qui faisaient des pièces de commande. Donc on avait des commandes et c'était évacué vers des villas, vers la ville de Sarrebourg, vers des sites plus emblématiques et qui avaient une renommée plus importante. Et donc c'était un moyen certainement important de pouvoir vivre, bien entendu. On est sur un site de production. Il y a tout. Il y a tout, comme c'est le cas de toute façon certainement de tous les hameaux, d'autres étant plutôt spécialisés dans l'élevage ou dans la culture. Ici, vraiment, pour cette partie du Piémont, parce qu'on a des grandes carrières sur Saverne aussi, mais sur cette partie du Piémont, c'est là où on a pour l'instant découvert les carrières les plus importantes. Parce que des carrières comme celle-ci, on en a 3 autour. Il y en a 2 autres de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire que tout le plateau était entaillé de carrières. Et il y en a plein des plus petites. Donc, grosso modo, si vous mettez toutes les carrières les unes au bout des autres, ça vous fait une production relativement importante quand même. Ok. Et donc, ça servait aussi à faire des stèles funéraire. Je propose maintenant qu'on aille découvrir cette partie, la partie nécropole du site. Donc là, on arrive sur une partie importante, encore une fois, sur ce site, c'est la partie nécropole. Oui, puisque les gens, ils ont travaillé, mais à un moment donné, évidemment, ils décèdent. Et donc, le culte des morts est quelque chose de très important à l'époque gallo-romaine. Donc, c'est l'incinération, enfin la crémation, qui est donc la pratique exclusive, puisque tous les gens qui mouraient étaient donc incinérés. Et ils étaient sur un bûcher extérieur à la nécropole, qu'on suppose être près de la carrière. Et ensuite, on mettait donc en terre leurs cendres, pas plus exactement leur reste, parce que souvent c'était des os suffisamment longs et suffisamment importants. Et on mettait en terre dans une urne ou dans un contenant en bois, en tissu, etc. Et tout cela était entouré des offrandes, donc des offrandes alimentaires qui avaient participé au banquet, puisqu'on faisait un banquet assez important. Et ensuite, on jetait les quartiers de viande, des céramiques, tout ce qu'on avait consommé dans le bûcher en symbole de fin de vie, et on mettait tout ça donc en offrande dans la tombe. Si bien que quand on fait une fouille, c'est un peu magique parce qu'on retrouve absolument toutes les offrandes qui ont été faites pour le défunt, y compris des offrandes alimentaires, donc sous forme d'animaux, de quartiers de viande, d'autres choses comme ça qui ont été brûlées aussi, et d'offrandes alimentaires. Donc on retrouve les graines qui nous ont permis de savoir ce qu'on cultivait. Voilà. Alors on faisait un monument après, une fois qu'on avait enseveli le défunt, on faisait un monument qui, avec les périodes, évolue. Au début, on fait des stèles énormes, stèles en bâtière, 4 parties, qui sont tellement gigantesques qu'elles doivent mal vivre. Ensuite, elles sont passées de mode et on les casse pour être réutilisées dans les tombes des suivants, dans les monuments des suivants. Et puis, on fait les fameuses stèles maison qu'on voit aussi à Walscheid, dans le cimetière des Trois Saints, qui était aussi un monument extrêmement important, mais monobloc. Enfin, c'était un seul bloc monolithique plutôt, un seul bloc avec une petite ouverture
ouverture en bas qui symbolise en fait le passage entre les défunts et les vivants. Et puis là aussi on mettait des offrandes bien sûr, puisque la sépulture était largement ensevelie en dessous aussi. Et alors plus on avance dans le temps, plus les tombes sont petites. D'abord, pas forcément petites, mais au départ les monuments sont effectivement les stèles en bâtir, les stèles maison et les cercles de pierre, parce que les cercles de pierre c'est quelque chose qui est très bien fait au 1er siècle, qui avec l'évolution au 2e siècle on met moins l'accent sur le beau monument circulaire, mais on fait des stèles à portrait. Malheureusement ici on n'en a pas trouvé beaucoup, on en a trouvé une deuxième qui a été volée dans les années 60 et puis une autre qui est au musée mais qui était en cours de fabrication. Il y en avait peut-être d'autres qui ont disparu depuis, hein, ça c'est possible. Et puis après on fait des monuments beaucoup plus petits, genre stèles sanctuaires, comme on voit aussi ici un peu plus loin. Donc des choses plus modestes qui prennent moins de place aussi, parce qu'une nécropole comme ici, il faut la gérer, parce qu'il y a des affleurements de pierre partout, et quand vous avez un affleurement de pierre, vous ne pouvez pas ensevelir le défunt. Donc il faut choisir des endroits où on peut ensevelir le défunt, parce que les tombes, elles peuvent être à 30 cm, 40 cm en dessous du sol, hein, quand on creuse la fosse, donc il faut de la place. Et le culte du mort en tant qu'ancêtre, le culte des ancêtres, est prédominant à l'époque gallo-romaine. C'est presque plus important que les divinités qu'on voit sur le sanctuaire. On voit souvent sur les tombes d'Ismanibus, c'est-à-dire au dieu Man, et les défunts, quand ils sont morts, deviennent en quelque sorte des dieux, les dieux des ancêtres qui protègent aussi les vivants. Donc c'est pour ça que les nécropoles ne sont jamais détruites, on les laisse en place. On n'a pas trouvé de sépulture qui était démolie, alors, en tant que sépulture avec le défunt dedans. Hein. Oui, bien sûr. Le monument, on peut le détruire et le réutiliser, mais on laisse toujours la sépulture du défunt en place. Nous n'avons que quelques centaines de mètres à parcourir à travers la forêt pour rejoindre un autre site que Dominique souhaite nous faire découvrir. Et pendant que nous nous y rendons, profitons-en pour résumer ce site de la Croix-Guillaume que nous venons de voir. Un site exceptionnel qui regroupe toute l'organisation d'un hameau d'ouvriers à l'époque gallo-romaine. Nous avons d'un côté les habitations avec 5 ou 6 familles, et juste devant un espace cultuel où ont été découverts les représentations des dieux tels que Jupiter, Mercure ou encore Rosmerta. De l'autre côté du site se trouve l'une des carrières où étaient extraites les pierres servant à faire les stèles funéraires. Et il ne s'agit là que de l'une des 5 carrières retrouvées à la Croix-Guillaume. Enfin, entre les carrières et les habitations, la nécropole où ont été enterrés les morts entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Bref, un site aussi complet qu'exceptionnel. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque nous arrivons au Sauvageon, un site découvert il y a seulement quelques années et qui interroge toujours Dominique et ses collègues qui y travaillent. Dominique, alors là on est vraiment sur un site qui a été découvert récemment et qui pose encore donc beaucoup de questions. Hein. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si on pourra les résoudre tout de suite, mais en tout cas, quand on est arrivé sur ce site, c'était ni plus ni moins qu'un tas de pierres totalement anodin. Et donc on s'est rendu compte assez rapidement que dans ce tas de pierres, on avait des pierres taillées. Ouais. Des ossements, quelques ossements brûlés et de la céramique. Donc on a décidé de faire un premier sondage, c'était en 2020, mais on s'est rendu compte que on était dans un site funéraire. Au départ, un gros tas de pierres, on n'en savait pas plus, mais on a trouvé une première sépulture, celle-ci, qui était une sépulture du 1er siècle, et quand on a fait les analyses, il s'agissait d'une sépulture d'adolescents. Et on s'est rendu compte qu'on avait une nécropole, effectivement d'adolescents, avec une seule tombe d'adultes, qui était donc celle qui est un petit peu plus loin, avec un gros bloc de pierre. Pour être sûr de comprendre, on a 8 tombes d'adolescents, enfin 7 d'adolescents, une d'adulte. Mais on ne sait pas pourquoi, c'est que des adolescents, et pourquoi il y en a une aussi importante. Voilà, alors, toutes les tombes avaient beaucoup de mobilier de toute façon, et surtout les tombes du 1er siècle.
et en particulier la tombe centrale, qui était certainement celle qu'on a voulu masquer à un moment donné en récoltant toutes les pierres, toutes les stèles du secteur, en les brisant et en faisant de gros tertres, parce que cette sépulture est importante à plusieurs égards. D'une part, elle est très bien construite avec des pierres taillées, et taillées selon un module dont on a retrouvé les talons sur une pierre. Et à l'intérieur donc de cette tombe, on avait effectivement un défunt, probablement aussi un adolescent, même s'il n'y avait pas énormément d'ossements, et surtout beaucoup d'offrandes, c'est-à-dire 53 vases brisés, dont surtout des cruches, des coupelles, des assiettes, bien datées du 1er siècle après Jésus-Christ. Et tout autour, on avait une zone d'offrande qui était masquée par des grosses pierres, dans lesquelles on avait des vases complets, qui n'étaient pas brûlés, donc qui n'avaient pas participé au repas funéraire, au banquet funéraire, avec 2 bas-reliefs d'Épona. Donc la fameuse déesse protectrice des chevaux, qui est aussi interprétée, surtout dans ce contexte-là, comme étant une déesse Psychopompe qui emmène l'âme des défunts dans l'au-delà. Alors je voudrais vous montrer quand même, si vous le voulez, cette belle stèle, parce qu'elle est tout à fait intéressante. On n'en a pas beaucoup des stèles qui sont aussi bien taillées, avec un... Donc la stèle maison, c'est une stèle maison qui comporte donc à l'intérieur un petit monument avec la symbolisation de la porte ici à claveaux avec des... Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, comme ça. Donc il y avait la oui, donc elle est renversée, ici, c'est ça, elle est renversée. D'accord. Et là, on a le petit monument, le petit édicule, un temple ou une autre stèle maison, c'est pas une maison tout simplement avec son toit très pentu. Donc on a taillé ici et on a laissé les bandeaux en relief. Mais d'autres types de tombes gallo-romaines ont également été retrouvés, des tombes inhumatoires. Dans celles-ci, le corps est enterré entier. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, progressivement, la tombe inhumatoire devient la nouvelle norme. Le corps est déposé parfois dans un cercueil de bois, parfois sur un lit de sable, ou plus rarement dans des coffrages de tuiles ou des sarcophages de pierre. Des offrandes sont ajoutées. Le trou est ensuite rebouché, puis parfois recouvert d'une stèle. Enfin, d'autres sarcophages, en plomb cette fois, ont été découverts à Metz. Ils sont aujourd'hui exposés au musée de la Cour d'Or. Des cercueils de plomb qui voient le jour en Syrie dès le 1er siècle. En Gaule, et notamment dans le Grand Est, ils feront leur apparition progressivement entre le 2e et le 4e siècle. Preuve que les pratiques funéraires n'ont jamais cessé d'évoluer depuis la nuit des temps. Pour terminer cette émission, direction maintenant un autre lieu exceptionnel. Et pour l'atteindre, il va falloir marcher pendant près d'1 heure et grimper. Ce n'est pas un lieu comme les autres. C'est un point de rencontre, un carrefour naturel entre plusieurs mondes. Ici se rejoignent à l'époque 3 territoires, 3 peuples celtes, les Médiomatriques, les Leuques et les Triboques. C'est sur cette frontière invisible entre la Lorraine et l'Alsace que s'élève ce sommet sacré, le Donon. Son sommet est le point culminant des Basses Vosges. Les fouilles archéologiques ont montré que le site était déjà un lieu de culte bien avant la conquête romaine. Aménagé dès l'époque celtique en lieu de culte, les lieux sont ensuite entièrement réaménagés par les Romains. À l'époque, le temple principal est dédié à Mercure, Teutatès pour les Gaulois. D'autres sanctuaires bordaient le sentier jusqu'au promontoire rocheux. En plus des temples, le site était pourvu de colonnes dédiées aux dieux cavaliers, Jupiter, mais aussi de nombreuses stèles votives dédiées à des dieux celtes et romains. Le temple, visible aujourd'hui à plus de 1000 mètres d'altitude,
n'est plus celui de l'époque romaine. En 1869, l'architecte Louis-Michel Boltz a construit ce nouvel édifice en hommage au sanctuaire antique. Ce temple du Donon, classé monument historique en 1898, domine toujours la montagne. Aujourd'hui encore, le Donon fascine. À la fois lieu naturel, archéologique et spirituel, il reste un symbole fort, celui d'une montagne frontière entre la Lorraine et l'Alsace, mais aussi entre trois peuples celtes, et entre le monde des hommes et celui des dieux. C'est déjà la fin de cette émission consacrée à l'Antiquité et à tous ces peuples qui vivaient ici sur ce territoire il y a plus de 2000 ans. Ce lieu symbolise à lui seul le lien très fort entre notre paysage d'aujourd'hui et la mémoire de ceux qui nous ont précédés. L'Antiquité mosellane, c'est une période incroyablement riche. Des vestiges du site de la Croix-Guillaume qu'on a découvert jusqu'au cimetière gallo-romain de Walscheid, en passant par la cité de Metz, autrefois Divodurum Mediomatricorum, et bien sûr les collections remarquables du musée de la Cour d'Or à Metz et du musée du Pays de Sarrebourg, sans oublier bien évidemment les restes de la villa gallo-romaine de Sarinsmain, mais aussi tous ces autres sites dont nous vous avons parlé. Autant de traces précieuses qui nous rappellent que notre histoire locale plonge ses racines bien plus loin que l'on ne l'imagine. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage dans le temps et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures historiques. Ciao ciao.